Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je pense qu'on serait tous orphelins si on voyait la Tour Eiffel sans ses anneaux. Donald Trump a-t-il échappé à une nouvelle tentative d'assassinat ? Donald Trump a de nouveau fait l'objet d'une tentative d'assassinat. La 17e contre un président ou ancien président des États-Unis. Alors que ce dernier jouait au golf. En pleine partie de golf dans son club situé en Floride. Le grand danger du golf réside essentiellement dans le mouvement de rotation du bassin et du rachis dorso-lombaire. Très vite identifié grâce à un témoin. Cet homme est Ryan Wesley Rouse. Une Kalachnikov et une caméra GoPro. Un fusil AK-47 retrouvé sur les lieux. Alors que ceux qui pensent que le golf est un parcours de santé pour grand-père fatigué se détrompent. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Hein. Jamais le slogan, la phrase d'Emmanuel Macron prononcée il y a 4 ans n'a été autant d'actualité, que ce soit en Ukraine ou sur un certain terrain de golf en Floride, où effectivement de faire du golf devient un sport risqué. On a envie de sourire, mais pas tellement quand il s'agit effectivement de tentatives d'assassinat. La deuxième fois, on en a parlé hier, mais cette fois-ci, on va en parler parce qu'un livre est paru très intéressant, plein d'informations de Guy Millière, du géopolitologue de l'ESIS Guy Millière, qui vit aux États-Unis. Ça s'appelle « Après l'Amérique » et on va expliquer ce qui peut se passer. Comment après l'Amérique peut-elle disparaître ? Non. Peut-elle se métamorphoser ? Oui. Et puis, nous allons parler de tout le reste, de tout ce qui se passe aujourd'hui, avec effectivement ou Amélie ou Odea Castera qui parlent des anneaux de la Tour Eiffel, des anneaux olympiques bien sûr de la Tour Eiffel, et surtout, ce vaudeville, ou presque, enfin encore une fois, mais au plus haut niveau, Thierry Breton, commissaire européen, recommandé par Emmanuel Macron pour être prolongé, eh bien, il a été littéralement viré. Enfin, il est parti, il a démissionné, mais il est démissionné avant d'être viré. Il va être remplacé par Stéphane Séjourné. Que se passe-t-il à ce niveau ? Vaudeville, Feydeau ou Shakespeare ? Plutôt Feydeau que Shakespeare. Et puis, des bons bravos qu'on donne. Et puis alors, aussi, ensuite, un livre aussi passionnant. Et c'est un livre qui paraît pratiquement tous les 2 ans. Et qu'il faut absolument que vous ayez, comme le livre de Guy Millière. Ça s'appelle le livre noir des gaspillages. C'est fait par le groupe des contribuables associés. Et vous verrez, alors franchement, au moment où on parle de politicards et qui va composer le gouvernement, etc., on ne parle pas des gaspillages hallucinants payés par nos impôts. Avec des exemples très précis, c'est vraiment à tomber à la renverse ce qui se passe dans un pays en 2024. Et c'est pas nouveau. Mais là, on va vous donner des exemples très très précis avec leurs représentants de contribuables associés. Vous allez voir, vraiment après ça, vous aurez, je ne sais pas ce que vous aurez envie de faire, mais je crois que vous aurez envie de réagir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et le 5 novembre prochain, une élection présidentielle qui va compter non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde, il faut le dire. Mais quelle Amérique, quels États-Unis et quel monde après ? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alors André, aujourd'hui, vous nous emmenez avec votre invité aux États-Unis. Votre invité, c'est Guy Millière, auteur de Après l'Amérique aux éditions Ballant. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Vous arrivez des USA en général et de Las Vegas en particulier. Vous êtes à Paris pour quelques jours. D'ailleurs, je dis que vous donnez demain une conférence à la mairie du 16e arrondissement à Paris à 18h, c'est ça ? 19h. À 19h, voilà. Sur effectivement votre livre. Et ça s'appelle, d'ailleurs c'est un titre qui quand même pose déjà question, Après l'Amérique. Mais ça veut dire quoi ? Vous sous-entendez que l'Amérique va disparaître ? Je dirais qu'elle continuera à exister géographiquement, mais si,
par malheur, je peux expliquer pourquoi je dis par malheur. Si par malheur Kamala Harris était élue, nous entrerons dans un monde post-américain, avec toutes les conséquences extrêmement graves à l'échelle planétaire qui en découleront, et les États-Unis eux-mêmes rentreront dans un monde post-américain. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris, d'une part, veut légaliser, c'est-à-dire donner la nationalité américaine à 14 millions d'immigrants illégaux qui sont aujourd'hui dans le pays, et si c'est le cas, ces gens remercieront les démocrates en votant pour eux. Ce qui veut dire qu'à chaque élection présidentielle, un candidat démocrate aura quasiment toutes les chances d'être élu et les États-Unis deviendront une forme de pays à parti unique qui ne dit pas son nom. Bon, on voit, Guy Millière, en tout cas, que vous n'êtes pas précisément pro-Kamala Harris et que vous êtes beaucoup plus, et on le voit dans le bouquin, pro-Trump. Alors justement, on voudrait expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que on pourrait vous dire, oui d'accord, attendez, est-ce que vous exagérez pas un peu ? Quels que soient les résultats des élections, les États-Unis resteront l'Amérique, resteront les États-Unis. Est-ce que vraiment Kamala Harris, vous savez très bien, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et que Harris peut avoir un programme, mais sera-t-il appliqué ? En quoi, pour vous, c'est quand même quelque chose d'autre, cette élection ? Je dirais que c'est quelque chose d'autre déjà pour la raison que j'ai indiquée, c'est-à-dire que si on donne la nationalité à 14 millions de gens qui sont rentrés illégalement dans le pays, ça implique une transformation radicale de la population. Et les conséquences d'une transformation radicale de la population, on peut les voir dans un certain nombre de villes. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une petite ville de l'Ohio qui s'appelle Springfield, et à Springfield, il y avait 58 000 habitants. On a rajouté 20 000 Haïtiens dans la ville qui avaient passé la frontière illégalement. Donc 58 000 habitants, on a rajouté presque la moitié de la population. Un tiers de la population, un tiers supplémentaire, c'est absolument incroyable. Et donc, je dirais qu'ils s'en prennent aux animaux de compagnie. Il y avait des parcs publics avec des canards, des cygnes, etc. Il n'y en a plus un seul. Ils ont tous été mangés, ils ont tous été rôtis. Alors ça a été très discuté, ça. On dit que c'est pas vrai, c'est fake news. Si, c'est vrai. Mais on essaie d'occulter cette dimension. D'ailleurs, c'est inimaginable. Rajouter 20 000 personnes dans une ville d'un peu moins de 60 000 personnes, c'est absolument énorme. Et d'autre part, je dirais que le programme économique de Kamala Harris est un programme extrêmement dangereux, et je dirais qu'il va y avoir une fuite des capitaux si jamais elle était dangereux, précisément pourquoi ? Dangereux parce que, ici on parle de très peu d'éléments, mais on ne dit pas les éléments essentiels. L'un des éléments essentiels de son programme, parce qu'il y a une très très forte inflation, beaucoup de gens d'ailleurs ici disent que l'administration Biden a été bonne économiquement. C'est pas ce que beaucoup d'Américains pensent, parce qu'il y a une inflation énorme, une inflation qui touche l'alimentation, les produits de première nécessité, 20%. L'électricité, c'est 30%. Les carburants, c'est 30% d'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Pour l'alimentation. 30% pour l'électricité, 50% pour les carburants. Et c'est encore plus pour les assurances automobiles, pour une raison très précise, c'est qu'il y a beaucoup de voitures électriques maintenant, et quand on répare une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc là, je peux le constater, mon assurance automobile a doublé. Et pour beaucoup de gens, à Las Vegas, dans d'autres villes, c'est la même chose. Pour vivre avec le même niveau de vie qu'en janvier 2021, il faut $1,000 de plus aujourd'hui. Entre 2021 et 2024. Oui, c'est ça, exactement. C'est $1,000 de plus. Alors je peux me les permettre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, et ça crée de graves difficultés. Beaucoup de gens s'endettent avec leur carte de crédit. Et donc, pour remédier à l'inflation, mais c'est un pseudo-remède, Kamala Harris veut mettre en place une fixation des prix par le gouvernement. Elle dit, c'est pas de notre faute, l'inflation... L'État fixe les prix. Oui, c'est ça. C'est les grosses entreprises, l'équivalent de Carrefour, Walmart par exemple, qui augmentent, qui exagèrent les prix, et donc on va les fixer et on va remédier à l'inflation de cette façon-là. Et puis d'autre part, elle veut mettre en place... Mais est-ce que ce n'est pas une bonne solution, ça ? Non, la fixation des prix par le gouvernement, ça a été essayé au Venezuela, par exemple, avec les résultats qu'on peut connaître. C'est un système qui avait été aussi essayé en Union soviétique, avec les résultats qu'on peut connaître. Non, c'est un système qui mène à un désastre économique. Je dirais que si vous regardez les profits des supermarchés aux États-Unis, ils se situent entre 1,5 et 1,6% actuellement. Donc si vous leur enlevez ces profits, ils sont en déficit et ils doivent fermer. Et alors, Guy Millière, vous parlez aussi quelque chose, on parlait justement juste avant l'émission,
vous parlez d'une taxation sur des profits non réalisés ou sur des gains non réalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, ça ce serait une véritable catastrophe. Ça veut dire que par exemple, vous achetez un appartement pour 300 ou 400 000 $ et au bout de 5 ou 6 ans, le prix a doublé. Donc on va vous taxer sur le doublement. C'est-à-dire même si vous ne le vendez pas ? Même si vous ne le vendez pas. Ah, vous voulez dire, même si je ne le vends pas, mais si je vends à 800 000, que je sois taxé, oui, c'est normal. Non, même si vous ne vendez pas, on va vous taxer là-dessus. Donc je dirais que votre intérêt à acheter ou à investir aux États-Unis en espérant faire des profits est réduit quasiment à néant si cette mesure est vraiment mise en place. dans les plans de Kamala Harris. C'est dans les plans de Kamala Harris, et ça figure d'ailleurs dans ses spots télévisés. Ici on ne voit pas les spots télévisés, mais c'est dans ses spots télévisés. Et par contre elle ment à côté, elle dit que Trump veut augmenter les impôts. Tout ce qu'elle dit est mensonger, et je dirais que lors du récent débat, il y avait au moins 25 mensonges qui ont été proférés par elle, des mensonges grossiers, démontés. Trump aussi a dû dire quelques mensonges, hein, vous savez très bien, non ? Franchement, j'ai écouté ce qu'a dit Trump. Non, il y avait pas de mensonge. Justement, c'est une grosse différence entre Trump et Kamala Harris. Je dirais que dans l'éthique républicaine, il peut peut-être y avoir des fois des exagérations, mais il n'y a pas de mensonge. Du côté de Kamala Harris, tout est mensonger dans sa campagne, tout est factice. On a dit qu'elle avait gagné le débat, d'ailleurs qu'elle a eu face à Trump. Je dirais que ce débat, c'était pas un véritable débat. Il y avait 2 journalistes qui étaient de connivence avec le Parti démocrate. Oui. 2 journalistes de connivence avec le Parti démocrate. Kamala Harris qui avait des réponses qu'elle avait apprises par cœur. D'ailleurs, elle les a recyclées, elle les a réutilisées dans ses discours de campagne. Et 2 jours après, dans un entretien qu'elle a donné à une télévision de Philadelphie. D'accord. Alors Guy Millière, moi je voudrais qu'on élargisse le débat. C'est intéressant. Vous savez des années que vous vivez aux États-Unis, au moins presque 10 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Amérique ? On a l'impression, comme ça, de l'extérieur, ça n'a jamais été aussi divisé, aussi clivé, parce qu'on sent dans cette espèce d'argument presque hystérique de part et d'autre, enfin, en tout cas, les discussions sont extrêmement violentes. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? On voudrait un peu avoir votre avis. Enfin, on sent ce clivage extrêmement fort. Ce qui se passe, pour vraiment comprendre ce qui se passe, d'ailleurs, je l'explique dans ce livre et dans d'autres livres, il y a un mouvement qui s'est mis en place en 1960 qui s'appelle la Nouvelle Gauche, qui est un mouvement composé d'anciens communistes et qui a voulu petit à petit prendre le pouvoir. Ils ont utilisé les techniques proposées par Antonio Gramsci et donc ils se sont dit on va infiltrer... La guerre culturelle. Oui, c'est ça. On va infiltrer petit à petit, on va infiltrer les universités, on va infiltrer ensuite depuis les universités la justice. C'est pour ça qu'il y a une justice politique et qu'on attaque Trump sur des bases qui n'existent pas. Oui, ils appellent ça the weaponization, la justice comme arme. Exactement. Ils utilisent la justice comme arme. Les 91 inculpations dont on parle tout le temps contre Trump sont vides. Et je le montre en détail dans mon livre. Pour ce qui concerne l'éducation, donc c'est pris. Et par l'éducation, on peut tenir la justice, mais on peut tenir aussi le journalisme, les médias. Et donc je dirais que si vous regardiez CNN, par exemple, il y a une dizaine d'années, ça n'était pas au degré actuel. Maintenant, c'est une chaîne de propagande. Et hélas, beaucoup de journalistes français prennent leurs sources sur CNN, donc répercutent la propagande. On ne peut rien apprendre en regardant CNN ou en regardant d'autres chaînes comme MSNBC. Mais quel paradoxe, Guy Millière. Attendez, l'Amérique, c'est quand même l'Amérique des milliardaires, c'est quand même l'Amérique qui fait la politique qu'elle fait, et vous dites que la gauche a infiltré. Mais enfin, on ne sent pas quand même une Amérique marxiste au pouvoir, franchement. Pour un certain nombre de domaines, si. Si vous regardez les universités... Vous parlez du woke et de la cancel culture. Ah oui, mais même c'est hallucinant. Ma fille qui est avec nous aux États-Unis a suivi des études à l'université de Las Vegas et les programmes d'histoire étaient des programmes marxistes. C'était absolument inimaginable d'avoir des programmes pareils. Je devais lui expliquer tout ça c'est faux, mais si tu écris quelque chose pour ton professeur, écris dans son sens, sans ça tu auras une mauvaise note. Et donc l'université endoctrine, et après il y a un ruissellement qui s'opère. Ouais. Alors là, ok, mais économiquement, mais du point de vue du complexe militaro-industriel, du point de vue des grandes fortunes, et Dieu sait s'il y en a aux États-Unis, on a l'impression que là, ça ne change pas.
Disons qu'il y a un crony capitalisme, un capitalisme de connivence qui s'est mis en place avec le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui financent des multinationales, des grosses entreprises qui financent le Parti démocrate en attendant des subventions, des aides, du favoritisme en retour. Et c'est pour cela que le Parti démocrate a beaucoup d'argent dans ses caisses. C'est quelque chose qui est mis en place sous Obama et qui continue à tourner à l'époque actuelle. Et donc les augmentations d'impôts que les démocrates veulent mettre en place, ça va pas toucher ces entreprises parce qu'elles sont multinationales, elles peuvent déclarer leurs impôts dans d'autres pays. À Dublin ou ailleurs. Voilà, c'est ça exactement. Alors que les petites et moyennes entreprises souffrent. Et je dirais que ce qui peut se passer à l'échelle de l'ensemble des États-Unis, c'est une évolution dans la direction de ce qu'est devenu la Californie. La Californie a une classe moyenne qui est en train de disparaître. Et d'ailleurs, beaucoup d'habitants de Californie partent en Arizona, dans le Nevada, à Las Vegas. C'est vrai que j'ai été il y a quelques années à San Francisco, je n'ai pas du tout reconnu le San Francisco des années 70-80. Ah non, ça n'a plus aucun rapport. Ouais. Et donc vous avez maintenant beaucoup de gens très très riches, les maisons à San Francisco valent des prix exorbitants, et puis en dessous, vous avez des immigrants qui sont arrivés récemment, et qui sont les domestiques, les gens qui nettoient, qui font les jardins, et entre les deux, la classe moyenne est de plus en plus pressurée. Et donc vous avez des milliers de gens qui quittent la Californie tous les ans. Si tout le pays devenait comme la Californie, ces gens n'auraient plus aucun endroit où aller. Il resterait peut-être la Floride, le Texas, sont les États qui gagnent de la population. Mais l'État de New York, par exemple, la Californie, perdent des habitants tous les ans, en raison de ce que je viens d'expliquer. Alors on va continuer à en parler avec Guy Millière après l'Amérique, après cette petite pause. À tout de suite. On se retrouve tout de suite dans Berghoff, dans tous ses états, avec son invité Guy Millière, auteur de Après l'Amérique aux éditions Balance. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berghoff dans tous ses états. Le fait du jour. Le Après l'Amérique, nous dit Guy Millière dans ce livre qu'il faut lire, qui est paru aux éditions Ballant. Et je voudrais citer un peu son livre, la conclusion du livre de Guy Millière, qui est avec nous. L'aveuglement face à ce qu'est la gauche américaine, face à ce qu'elle fait et face à ce qu'elle entend faire encore, a pour conséquence que la quasi-totalité de ce que j'ai écrit, dites-vous Guy Millière, dans les pages qui précèdent, est passé sous silence dans les grands médias d'Europe occidentale, au sein desquels la gauche américaine est dépeinte de manière idyllique et fausse. L'aveuglement symétrique et complémentaire face à ce qu'est le mouvement conservateur américain et face à ce qu'incarne Donald Trump a pour conséquence que la quasi-totalité de ce que j'ai écrit dans les pages qui précèdent sur les conservateurs américains et sur Donald Trump est également absent dans les grands médias d'Europe occidentale, au sein desquels la détestation envers le mouvement conservateur américain et envers Donald Trump atteint aujourd'hui un très haut degré d'intensité, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis elles-mêmes avec les 2 tentatives d'assassinat qui a eu lieu en 2 mois, ce qui est quand même pas mal. Et vous dites ceci, vous dites on sous-estime gravement l'immense danger incarné par cette gauche, à ne pas voir ce que ce danger presse directement sur eux. Vu le statut des États-Unis, un monde sans la puissance américaine, et c'est ce monde, pourrait rapidement devenir un monde infiniment violent, brutal, barbare, beaucoup plus pauvre, plus du tout démocratique, un monde qui ressemblerait à celui dans lequel vivent les Russes sous Poutine, les Chinois sous Xi Jinping. Alors justement, c'est là encore une fois, c'est un paradoxe, c'est intéressant parce que vous dites la gauche américaine, et vous parlez de la gauche américaine, cette pelée, cette galeuse, d'où vient selon vous tout le mal. Mais enfin, dites-moi, les Soros, les Bill Gates, les Clinton, les Obama, c'est la gauche américaine, ça? On n'a pas l'impression. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que la gauche américaine et les mondialistes se rejoignent? Et sur quoi, Guy Millière?
Oui, mais tout à fait. Je dirais que la gauche américaine est très proche des thèses que l'on développe à Davos actuellement. D'ailleurs, toutes les lois qui ont créé l'inflation aux États-Unis étaient indiquées sous le nom Build Back Better, reconstruisons en mieux. Et c'était le slogan de Davos. Et Biden ne s'en est pas caché. Tous les gens de l'administration Biden ne s'en sont pas cachés. Ils veulent une transformation radicale des États-Unis pour qu'elle aille dans ce sens-là, dans le sens que j'expliquais, c'est-à-dire quasiment une nomenclatura de gens très riches et de gens qui tiennent la politique, et puis en dessous, une forme de plèbe, une forme de basse classe, et la disparition des classes moyennes au milieu, et la plèbe est censée voter pour les gens de la caste supérieure. Et la caste supérieure est censée mettre en place tout un ensemble de contrôles, supprimant petit à petit la liberté de la population, du reste de la population. D'où ce qui s'est passé avec les... Mais à culpa, on ne peut pas dire ça, de Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook et Instagram et WhatsApp, qui disait oui, j'étais obligé par le FBI et la CIA de cacher ce qui se passait sur le Covid, ce qui se passait sur Hunter Biden et Papa Joe, etc., etc. Donc, vous dites qu'il y a une entreprise, en fait, de dire, voilà, c'est nous le camp du bien, c'est nous qui devons régner, et tout le reste n'existe pas, ou en tout cas, c'est sulfureux, et c'est le camp du mal à écarter. Et exactement. Et je dirais que ça a commencé à vraiment se mettre en place avec Barack Obama, et c'était censé continuer avec Hillary Clinton, et l'élection de Donald Trump a été ressentie comme une catastrophe, et Donald Trump a été défini par ces gens comme la personne à éliminer. Et donc, il y a une véritable incitation à la haine et à la destruction qui a été lancée contre Donald Trump dès qu'il est apparu qu'il pouvait gagner en 2016. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a une incitation à la haine absolument incroyable contre Donald Trump aux États-Unis actuellement. Et c'est pas étonnant qu'il y ait eu 2 tentatives d'assassinat. Donald Trump est comparé à Adolf Hitler de manière très très régulière par les démocrates. L'une des stratégies des démocrates pour essayer de gagner l'élection cette fois, c'est de faire peur, de dire si Donald Trump est élu, ce sera Adolf Hitler. La démocratie va disparaître. Le chaos. Donald Trump est un danger absolu pour la démocratie. Il n'y aura plus de démocratie. La vérité, c'est qu'il n'y aura plus de démocratie si Kamala Harris était élue. Donc, ils inversent la réalité. Ça vous fait peur, vous, l'élection possible de Kamala Harris? Ah oui, tout à fait. Mais il n'y a pas qu'à moi que ça fait peur. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent faut que je sorte mes capitaux et qui mettre tout en place. Je dirais que si Kamala Harris était élue le 5 novembre, il y aura une fuite des capitaux américains dans une multitude de directions. Oui, mais c'est ça qui est très paradoxal, parce que fuite des capitaux, mais ce sont les capitalistes américains qui aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, investissent, subventionnent, financent. Oui. Mais je dirais que les très très riches, les multimilliardaires à l'élection de Elon Musk sont des gens qui subventionne le Parti démocrate. Mais la fuite des capitaux, elle sera pour les gens qui sont en dessous. La catégorie des moyens entrepreneurs, moyens aisés, des moyens investisseurs. De ce côté-là, cela peut être tout à fait l'hécatombe. Et donc, si Kamala Harris est élue, les États-Unis vont s'affaiblir considérablement et les États-Unis vont complètement changer. Ils sont déjà en train de changer. Beaucoup de gens s'en aperçoivent pas. Beaucoup de journalistes s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont à Washington ou à New York. Mais s'ils sont pas dans l'Amérique des profondeurs. C'est ça. Ils connaissent pas cette Amérique-là. Ils y vont quasiment jamais. Donc ils voient pas les changements comme ceux de Springfield dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Ils n'y vont jamais. Ils ne connaissent rien. Ce qui se passe en Californie, ce qui se passe à New York, l'immigration, la pauvreté aussi. Parce bien sûr. Les grandes villes de Californie sont des villes dans lesquelles vous avez une multitude de gens qui campent dans la rue. Il y a quasiment des bidonvilles sur les trottoirs un petit peu partout. Et ça a été créé par l'immigration illégale qui a été permise. Et la drogue joue toujours un très grand rôle ? La drogue, oui, mais je dirais que l'administration Biden a fait la fortune des grands gangs qui tiennent la frontière. Parce qu'ils peuvent faire rentrer beaucoup plus de drogue, ils peuvent faire rentrer du fentanyl qui tue des milliers de gens tous les ans, ils font payer les immigrants clandestins qui rentrent. Donc, je dirais que l'administration Biden est une administration qui a vraiment fait gagner des milliards de dollars aux gangs qui tiennent la frontière
frontière, aux gangs de la drogue qui tiennent la frontière, qui ne sont pas que des gangs de la drogue, mais aussi des gangs de l'immigration clandestine. Alors, dernière question, Guy Millier. Encore une fois, je renvoie à votre livre qui donne beaucoup de réponses. Vous êtes français, vous êtes franco-américain aujourd'hui ? Oui. Vous êtes franco-américain. Et l'Europe par rapport à ça, comment vous voyez ? Parce que l'Europe est évidemment... je dirais qu'il va y avoir des conséquences géopolitiques si Kamala Harris est élue. Je dirais que le complexe militaro-industriel a intérêt à continuer à envoyer de l'argent pour les armes en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine va continuer. Ça fait tourner les grandes entreprises d'armement américaines. On dit que les États-Unis aident l'Ukraine. Non, en fait, elles aident les grandes entreprises militaires américaines à dépenser de l'argent en Ukraine parce que c'est elles qui gagnent l'essentiel de l'argent et ça continue à faire des milliers et des milliers de morts. Là, au Proche-Orient, l'Iran peut avoir l'arme atomique et une guerre régionale qui pourrait devenir une guerre mondiale peut tout à fait se déclencher. Et puis je dirais que l'administration Biden a contribué à très largement faire augmenter les prix du pétrole, les prix du gaz et tout ça, ça a des conséquences très lourdes pour l'Europe. L'Europe a les conséquences de la guerre en Ukraine, mais l'Europe a aussi les conséquences de l'augmentation très forte du prix du gaz et du pétrole. Si Trump est élu, le prix du gaz et du pétrole va baisser, ça devrait être bénéfique pour les Européens. Si Trump est élu, l'Ukraine va retrouver la paix, un accord va être signé. Si Trump est élu, l'Iran sera à nouveau asphyxié. Et donc je dirais que je ne comprends strictement pas pourquoi tant de journalistes en France veulent que Kamala Harris soit élue. Kamala Harris, ça sera aussi le malheur de l'Europe. Pas seulement celui des États-Unis. 10 000 de part, ouais. Voilà. Merci Guy Millier, voilà. Merci donc, infiniment. Je rappelle votre livre « Après l'Amérique ». On verra ce qui se passe très vite, en tout cas aux éditions Ballant. Et si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Dans quelques instants, nous parlerons Europe, Tour Eiffel et bonbons. Et il n'y a qu'un point en commun entre tous ces sujets. Ils font tous réagir André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons Pama.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, la Tour Eiffel est dans tous ses états, les anneaux olympiques sont dans tous leurs états. Anne Hidalgo, n'en parlons pas, et la ministre des Sports, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il est 5h, Paris s'éveille, l'immortelle chanson de Jacques Lanzmann et de Jacques Dutronc, bien sûr. Et oui, je ne sais pas si la Tour Eiffel a froid aux pieds en ce moment, pas vraiment, mais elle a chaud à la tête. Hein. Elle a chaud à la tête parce que, faudra-t-il ou pas, on en a déjà parlé, pas très important par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais quand même, les fameux anneaux olympiques. On les a émis au moment des JO, et c'est normal. Ils ont brillé de tout leur feu, et maintenant, effectivement, il y en a qui disent, bon, écoutez, c'est très bien, mais dans fin du mois, on les enverra à Los Angeles pour les Olympiques de 2028, mais ça va, maintenant c'est fini, on déconstruit, voilà, et puis, il y en a qui sont pas d'accord, et notamment Amélie Oudéa-Castéra. Écoutez. Je pense qu'on serait tous malheureux de les voir décrocher du jour au lendemain, ces anneaux-là. Ils sont aujourd'hui, ils étaient conçus avec les autorisations afférentes pour être provisoirement là. Ils sont lourds, donc il faut à un moment les retirer pour pouvoir retravailler tout ça. Et je pense qu'on est tous attachés à ce que ces symboles mémoriels, ils vivent un temps. Voilà, pas forcément pour l'éternité, mais qu'ils soient là un moment. Je pense qu'on serait tous orphelins si on voyait la Tour Eiffel sans ces anneaux. Orphelin. Comme vous y allez, c'était au moment où, je me rappelle, quand vous parlez de Jaja, qu'est-ce que j'aime, Aya Nakamura avec Jaja. Orphelin, cher ami, Castéra, orphelin. Mais la Tour Eiffel, elle existe en tant que telle, elle devrait d'ailleurs être déjà classée monument historique. Je ne sais pas si elle l'est complètement, ou même du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire orphelin? Écoutez, on a vécu sans les anneaux, et avec la Tour Eiffel, depuis déjà quelques temps et quelques dizaines d'années, plusieurs décennies, mais on peut vivre sans les anneaux. Alors,
Voilà, tout ça n'est pas très très grave, mais arrêtez de parler d'orphelinat. Je veux dire, arrêtez, ça n'a aucun sens de garder ces anneaux ad patres, en tout cas pendant plus de encore un mois ou autre, à la Tour Eiffel, c'est pas la peine. Restons sur les choses, arrêtons ces espèces de grands envolées lyriques, franchement. Et puis, voilà, c'était très bien, les JO étaient très bien, ça s'est bien passé. Arrêtons là et laissons tomber tout le reste. Ce n'est pas la Tour Eiffel, d'ailleurs, je vais vous dire, n'est pas destinée à changer de couleur, à changer de forme, à changer de quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas un panneau publicitaire, c'est un monument historique inscrit et qu'il est temps de classer, comme disait quelqu'un, effectivement. Et voilà. Et le reste n'est que litres et ratures. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Reconnaissez cette voix? Vous la reconnaissez au pouvoir? Vous voyez, quelqu'un qui est en train de se laver les mains, qui chante quoi? L'hymne à la joie de Beethoven. L'hymne européen, bien sûr. Et cette voix appartient à la puissante, à la toute puissante, à la très puissante présidente de la Commission européenne, qui vient d'être réélue d'ailleurs à ce poste. Je parle évidemment de Ursula von der Leyen. Alors, ça valait le coup d'en reparler parce que Ursula von der Leyen, vous vous rappelez que j'avais fait ça en boutade et vous avez eu la gentillesse de réagir très 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 nombreux à cela. J'avais dit que je me demandais pourquoi effectivement Emmanuel Macron cherchait un Premier ministre, c'était il y a une semaine, 10 jours, alors qu'il a quelqu'un qui est déjà là, qui est la patronne, qui est Ursula von der Leyen. Il faut la nommer à Matignon, il fallait la nommer à Matignon, et puis elle aurait donné ses instructions au président de la République. Non, évidemment, ça se passe pas comme ça. Nous souhaitons bonne chance. Et à Michel Barnier, c'est clair, parce qu'il vaut mieux que ça marche plutôt que ça se casse la tête. Mais en même temps, alors, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé là. Vous avez vu que Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, tout le reste, commissaire français sortant, il devait être désigné. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a publiquement désigné pour un nouveau mandat de 5 ans au sein de la Commission européenne. Eh bien, patatras, Thierry Breton dit non, je démissionne, je ne peux pas rester, ce n'est pas possible. Et il a dit d'ailleurs des choses assez intéressantes, parce que tout est dans la nuance. Dans sa lettre envoyée justement à Ursula von der Leyen, voici ce que dit Thierry Breton. Il y a quelques jours, vous, donc Ursula von der Leyen, avez demandé à la France de retirer mon nom pour des raisons personnelles dont vous n'avez jamais discuté directement avec moi et offert en compensation un prétendu portefeuille plus influent pour la France dans le futur collège. Donc, à la lumière de ces derniers développements qui témoignent d'une gouvernance douteuse, attention, Ursula von der Leyen, vous avez une gouvernance douteuse. Je dois conclure que je ne peux plus exercer mes fonctions. En fait, notre cher Thierry Breton, qui donne des leçons à la terre entière en matière, d'ailleurs, de liberté. Vous vous rappelez sa lettre fameuse à Elon Musk. Attention, X et compagnie, on va réglementer, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Nous allons protéger le citoyen européen, évidemment, en le privant d'un certain nombre de choses, voilà. Vous savez, c'est le Digital Service Act. Oui, liberté, mais liberté surveillée, liberté réglementée, liberté formatée, liberté passage flouté, voilà. Donc, c'est intéressant, voilà, donc Ursula von der Leyen aurait, je emploie exprès le conditionnel, nous n'étions pas sur les écoutes téléphoniques ou sur le mail, mais aurait dit au président de la République Emmanuel Macron qu'elle ne voulait plus de Thierry Breton, pour des raisons diverses et variées, et Emmanuel Macron aurait obtempéré. Vous voyez, lui, il fait pas de refus d'obtempérer. Lui, il obtempère, et donc, voilà, et il propose, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, et ça atteint des sommets historiques, il propose
Stéphane Séjourné, qui remplacerait à la Commission européenne, il remplaçait Thierry Breton, et il serait vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la compétitivité avec une autorité directe sur les directions générales du marché de l'intérieur et de l'industrie, etc., etc., etc. Alors c'est quand même assez formidable. Stéphane Séjourné, comme vous le savez, était ministre des Affaires étrangères. Comme vous ne saviez pas qu'il était ministre des Affaires étrangères, si, bien sûr. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a brillé, d'ailleurs, on l'a vraiment entendu parler. Je ne parlerai pas de son élocution, je ne parlerai pas du reste. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait pendant les quelques mois où il a été ministre des Affaires étrangères ? J'aimerais avoir des nouvelles. Vous savez, on a enquêté, là, Marie Follu a passé 3 nuits blanches à essayer de savoir ce qu'a fait Stéphane Séjourné. Elle n'a pas trouvé grand-chose. Tout le monde, tous les services de documentation de Sud Radio sont mis. Enfin bon, il a voyagé. Il a voyagé. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait dit que, vous savez, je peux être un très bon ministre des Affaires étrangères parce que j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que c'est une raison tout à fait formidable. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on remplace Thierry Breton, dont on connaît les exploits avec Athos auparavant et avec sa volonté de réglementer la liberté numérique, pour le remplacer par Stéphane Séjourné, qui a brillé au Quai d'Orsay comme aucun ministre des Affaires étrangères n'avait jamais brillé. Tout ceci pour vous dire que non seulement la France est gouvernée, mais que le niveau auquel la France est gouvernée vraiment a de quoi faire réfléchir. Sud Radio. Le merveilleux Jacques Brel, et on va parler de ce bravo rapidement. Juste pour dire une chose, je rappellerai quand même que Raphaël Glucksmann, vous savez, de Place Publique, a tweeté: Thierry Breton a porté avec nous la production d'armes pour l'Ukraine ou de vaccins, une ambition industrielle, la régulation des grandes plateformes a commencé par X. Toutes les choses que l'on reproche, que beaucoup de gens reprochent justement très fortement à Thierry Breton. Mais pour revenir à ça, on va vous faire écouter une très 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 jolie témoignage d'un buraliste du Gard. Ça a été publié par BFM et c'est un bravo vraiment pour une fois. C'est un peu de soleil dans ce monde de brutes. Écoutez ce buraliste du Gard. Lorsque j'étais un petit garçon, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre bureau de tabac, le Provençal. C'est pourquoi j'ai joint à cette lettre un billet de 50 € pour vous rembourser et je tenais encore à vous présenter mes plus grandes et sincères excuses. Ça fait une petite histoire un peu positive dans l'actualité d'aujourd'hui. Il y a des gens honnêtes encore, il y a des vraies vies, il y a des vrais gens. C'est très très joli et c'est vrai, il y a des vraies vies, il y a des vrais gens et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Malheureusement, ils sont pas à la une des journaux ou des radios et télévisions, ils devraient l'être. Alors c'est un buraliste du Gard donc qui a reçu un courrier, c'est France Bleu Gard-Lozère qui le raconte. Alexandre Gonzalves de Oliveira, patron du bar tabac Le Provençal à Uzès, a eu la surprise de trouver dans sa boîte aux lettres une lettre d'excuse pour un tout petit larcin datant d'il y a plusieurs années. Voilà, il dit voilà, quand j'étais un petit garçon, lui a écrit son correspondant, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre tube au tabac à Provençal, et en guise de remboursement, il donne un billet de 50 €. Eh ben, je vais vous dire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et ça, ce sont les bonnes nouvelles qu'il faut toujours partager, parce que l'humanité, elle est là. Elle est d'abord là. Et on retrouve dans quelques instants André Berkoff avec la suite de l'émission. Si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Ne bougez pas, André revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Rémi. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff reçoit aujourd'hui pour son face-à-face Jean-Baptiste Léon, directeur de publication de Contribuables et Associés. On va se demander où peut bien passer l'argent du contribuable, justement. Eh bien, il y a vraiment de quoi faire. Je vais vous dire, on parle de remaniement ministériel, on parle de poste, on parle de tout cela. Mais vous savez, on est ici, vous le savez, dans l'émission et à Sud Radio. On essaie de dire ce qui intéresse vraiment les Français et ceux contre quoi ils devraient réagir. Et moi, je suis halluciné que ce soit les citoyens, les parlementaires, etc., ne parlent pas, les parlementaires, les gens, les personnes, vous tous, nous tous, ne parlent pas de ce chose,
de de ce scandale permanent que dénonce un certain nombre de gens, dont les contribuables associés, l'association contribuables associés, qui fait un travail formidable et qui publie très régulièrement le livre noir des gaspillages, 100 gaspillages hallucinants payés par nos impôts. Le plus récent est paru en 2022 et le prochain paraîtra en janvier, je crois, 2025. Février 2025, ouais. Février 2025. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, donc directeur des publications de Contribuables Associés. Et je dois dire que je me le suis... je l'ai regardé, je l'ai lu, et écoutez, on tombe à la renverse. On le sait déjà, ce n'est pas nouveau. Alors, Jean-Baptiste Léon, ça fait combien de temps qu'avec Contribuables Associés, vous faites ce livre noir des gaspillages? Enfin, vous faites la recension, puisque vous défendez les contribuables, hein, les millions et les dizaines de millions de contribuables. Depuis combien de temps vous faites cette recension? Depuis 2010. Depuis l'année 2010. Donc 14 ans. Enfin, 14 presque 15 ans. 15, oui. 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 Et donc avec une parution tous les 3 ans à peu près. C'est ça. Et alors dites-moi, est-ce que profondément depuis 15 ans, rien n'a changé? Pour être tout à fait précis, enfin rien. Disons que les grandes lignes des gaspillages sont toujours là. Elles sont toujours là. Nous, notre objectif, c'est de regarder en gros les gaspillages tout en haut de l'État et tout près de chez vous, donc dans les ors de la République, comme dans le village d'à côté. C'est ça. Et territorial, collectivité locale, comme l'Élysée, Matignon et autres. Exactement, comme l'administration. Et force est de constater que s'il y a des points d'amélioration, dans l'ensemble, le constat demeure malheureusement le même. Oui. Et non seulement constat le même, mais accablant. Je rappelle simplement qu'il y a 1450 milliards de dépenses publiques par an en France, hein, c'est-à-dire, et dépenses publiques dont certaines sont évidemment nécessaires et utiles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on regarde effectivement, vous avez détaillé ça très clairement et par rubrique, la suradministration, les 11 500 lois, 73 codes juridiques. Vous dites que la suradministration a coûté entre 2007 et 2018 est passée de 60 à 84 milliards d'euros. La suradministration, les services publics, la fonction publique, les autorités régionales de santé, etc. Mais alors, c'est quoi cette suradministration? C'est-à-dire, on gonfle encore, malgré les déclarations présidentielles et autres, on gonfle le chiffre des fonctionnaires. Oui, et puis c'est une question aussi d'efficience, d'efficacité de notre administration. Ces chiffres-là ne sortent pas de nulle part, hein, c'est des chiffres de l'OCDE, donc vérifiés, officiels. Vérifiés, avec un comparatif en fait européen et international. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, nous sommes bien au-dessus des grands pays occidentaux et développés. Nous sommes, vous voulez dire, un maillot jaune de ce point de vue-là? De mémoire, oui. De mémoire, ou si ce n'est deuxième ou troisième. Mais il y a une constante, effectivement. On voit que, en termes d'effectifs et en termes de productivité de l'administration, la France est plutôt lanterne rouge, ou maillot jaune, comme on veut. Et ce qui est, non mais vous donnez, on va détailler parce qu'il y a des choses extrêmement précises. Parlons un peu justement, par exemple, vous parlez du ministère de l'Agriculture. Oui. Et on connaît la crise agricole, on sait combien l'agriculture française, le nombre d'agriculteurs a diminué, mais pas du tout chez les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture apparemment. Non, il y en a près de plus de 40 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, alors qui englobe énormément de choses. Ça peut englober également aussi l'enseignement agricole, avec ces lycées, etc., qui sont de bonnes et de belles institutions. Mais on voit par rapport à d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, où le nombre d'agriculteurs, de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture est très faible. Et près je crois que nous, on est aux alentours de 40 000, eux, c'est 1600 agents. Bon, après, l'Allemagne est beaucoup plus décentralisée aussi que notre pays. Mais il se trouve qu'effectivement, on a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de fonctionnaires. Et tout ça, pourquoi? C'est lié sans doute aussi à cette inflation des normes. Hein, on sait bien que nos agriculteurs qui ne mâchent pas leur travail subissent vraiment de plein fouet. On l'a encore vu cette année au moment des manifestations. Ce qui renaît beaucoup dans leur bouche, comme d'ailleurs de plus en plus dans la bouche des Français, c'est cette surcharge de normes, de paperasse à remplir. Vous dites qu'ils consacrent des heures par semaine à remplir des papiers. Tout à fait, et c'est autant qui ne passent pas auprès de leurs bêtes ou dans les champs. Ouais. Et en gros, on veut pas faire de l'antifonctionnariat primaire à contribuables associés, bien au contraire. On pourrait même dire des choses intéressantes là-dessus, c'est qu'on aimerait quelque part qu'ils soient mieux payés, peut-être moins nombreux mais mieux payés. Oui,
De fait, un agent public ou un ministère est là pour produire de la norme et il veut exister, renforcer son pouvoir, se gonfler, etc. Et entre les normes européennes et la surtransposition des normes européennes, parce qu'en gros, quand Bruxelles va nous dire un, nous on va en mettre deux, nos agriculteurs étouffent effectivement. Mais vous donnez un chiffre global au-delà de l'agriculture et hallucinant, 400 000 normes. Ouais, tout à fait, avec une foultitude de codes juridiques, sociaux. Et avec une explosion de la pagination de ces différents codes, du code de travail. On fait souvent la comparaison avec la Suisse, dont le code du travail a très peu bougé, qui fait 25 pages. Le code des impôts, chez nous, c'est plus de 1000 pages qui se renforcent d'année en année. Et on arrive à une complexité telle que c'en est gênant pour les acteurs économiques, c'en est gênant pour le particulier, et quelque part, on a une forme d'opacité juridique, à se demander parfois si elle n'est pas organisée, parce que ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui sont bien outillés, soit dans la haute administration, soit qui ont des avocats, soit les grosses boîtes, soit les très grandes boîtes, et le petit entrepreneur à côté face à cette avalanche de normes, de codes, etc., est noyé. Et qu'il n'est pas armé pour absolument pas déchiffrer ça. Absolument pas. Et ce qui est extrêmement préjudiciable pour nos emplois et pour la viabilité de nos entreprises. Alors, on va quand même détailler un peu, et vraiment, parce qu'il y a des choses formidables. Par exemple, c'est cette invention que le monde entier nous envie. Enfin, on comprend quand c'était De Gaulle et après la guerre, l'ardente obligation du plan. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un haut commissariat au plan. Oui. Ça sert à quoi ? Pas grand-chose. Il y a eu quelques rapports qui sont sortis. À part ça, bon, c'est un petit peu comme le CESE, comme le Conseil économique, social et environnemental, dont beaucoup de Français ne soupçonnent pas l'existence, mais il en a été question récemment au moment du managérial et de la nomination potentielle de son président au poste de Premier ministre. Et oui, le commissariat au plan, écoutez, ça c'est un petit air un peu soviétiforme aussi. De volonté d'encadrer le pays et l'économie. Alors il y a eu quelques rapports qui sont sortis, certains extrêmement intéressants, notamment sur les retraites. Mais dans le fond, ces mêmes rapports sont produits par ailleurs par des parlementaires extrêmement compétents, par un ensemble d'organismes, d'agences qui existent. Donc on n'a fait que surajouter, sans doute pour satisfaire Monsieur Bayrou, on a rajouté une couche quelque part en créant ce nouvel organisme. Qui coûte quand même quelques dizaines de millions. Exactement, là, il y a quelques années, c'était, je crois, l'édition était de 13 à 15 millions annuels. Et alors, vous parlez aussi quand même, il faut en parler aussi, encore une fois, il ne s'agit pas, et vous avez raison, vous ne le faites pas, vous ne jetez pas l'opprobre sur un corps, vous jetez l'opprobre sur, effectivement, vous éclairez un certain nombre de choses dans les consultants. Les conseillers. Je ne parle pas seulement de McKinsey, mais tous les autres. Oui, parce qu'il n'y avait pas que McKinsey. D'ailleurs, c'est pas McKinsey qui a empoché le plus dans l'affaire. Mais enfin, où on a des fonctionnaires. Voilà, c'est exact. Là est le problème. Alors, en gros, les cabinets de ce qu'on sait, des derniers chiffres qui sont sortis récemment, on en est à 2,5 milliards. 2,5 milliards. Ouais. Alors, la grande majorité étant. Oui, par an. Par an. 2,5 milliards d'euros ça a baissé depuis, la loi a été corrigée, etc. Et sur les 2,5 milliards, il y avait 1,5 milliard de prestations informatiques. Voilà, type logiciel, etc. Parce qu'on l'explique également, l'État et l'informatique, ça fait deux. Ils ont lancé une foultitude de logiciels et autres qui sont plantés, qui ont coûté énormément d'argent. Donc faire appel à des sociétés privées, pourquoi pas ? Ça peut être bien en cas par cas, mais dans le même temps, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, on a une foultitude de hauts fonctionnaires, une haute administration avec des gens extrêmement compétents qui ont fait des études brillantes. Bien sûr. Donc il y a double emploi. Voilà, il y a double emploi. Très bien payés, parce qu'il faut savoir que ces conseillers privés sont très bien payés. Très bien payés. Ils font le travail que devrait faire sans doute la fonction publique. Ou si la haute fonction publique n'est pas compétente en la matière, il faut peut-être changer le système et revoir un petit peu ce qui se passe dans les ministères. Et alors justement, pour continuer un tout petit peu quand même, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, c'est intéressant. Vous donnez les hauts fonctionnaires les mieux payés, montant moyen des 10 plus hautes rémunérations brutes versées en 2020. Je parle toujours de la version de 2022. Oui. Ministère de l'Intérieur et Outre-mer. Donc c'est pas seulement le ministre, c'est les ministères. C'est les 10 plus hauts postes entre guillemets. Voilà, 20 902 euros par mois de salaire brut. Ministère de la Transition écologique solidaire, 21 966 euros, toujours en salaire brut. Ministère de l'Économie et des Finances, 20 517.
Alors que, c'est intéressant, le salaire brut du président de la République, c'est 15 203. Ouais. Donc vous avez 3 ministères où les hauts fonctionnaires, l'Intérieur, l'Outre-mer, la transition écologique et le ministère de l'Économie et des Finances qui sont mieux payés que le président de la République, que le salaire brut moyen de la fonction publique, bien sûr, etc. Alors, ils sont même un peu plus nombreux que ça. Sous François Hollande, il y a un rapport qui était sorti. En gros, il y a à peu près 800-900 hauts fonctionnaires qui sont mieux rémunérés que le président de la République. Ouais. J'ai les derniers chiffres, si vous voulez, André. Oui. Je suis allé regarder tout à l'heure. Là, au moment où on parle, alors évidemment, on est en 2024, mais bon, l'administration, il faut faire remonter les informations. Ouais. Les derniers chiffres sont de 2022. Les hauts fonctionnaires les mieux payés sont ceux du ministère de la Défense. Voilà. Avec la Défense, voilà, 34 000 € en moyenne pour les 10 plus hautes rémunérations, suivi de l'Intérieur avec 22 600 € et la transition écologique. Pour 20 656 € exactement en moyenne pour les 10 meilleures rémunérations. Donc toujours plus que le président de la République ou le Premier ministre et autres. Enfin... Exactement, bien sûr. Et on voit un petit peu moi, ça m'avait beaucoup surpris dans les chiffres de 2020, c'est de voir la transition écologique qui était tout en haut. Moi, je m'attendais à ce que ce soit en gros les fonctionnaires de Bercy, c'est un peu ce qu'on entend en règle générale. Absolument pas. Là, d'ailleurs, toujours au moment où on parle, Bercy, dans le classement des hauts fonctionnaires les mieux rémunérés, n'est que 4e. Et donc la transition écologique à l'époque, et là on voit peut-être une forme de conséquence négative ou positive d'un changement un petit peu de biais de la part de l'État, c'est-à-dire on va un peu plus vers le régalien, même si le régalien est très en deçà en termes de dépenses publiques, on pourra en parler ailleurs. Oui, il y a eu des investissements qui ont été faits pour la police, pour la défense, et quelque part, ça se retrouve dans les nouveaux chiffres où on voit que ce sont les agents, les hauts fonctionnaires des armées et de l'intérieur qui sont les mieux payés aujourd'hui. Oui, la situation l'exige peut-être aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Mais alors, justement, on arrive. Alors, je regarde aussi. Alors, expliquez-moi. C'est très intéressant parce qu'il y a alors. Évidemment, les frais de l'Élysée, quand même. Les frais de l'Élysée, c'est quand même assez hallucinant. Ça a explosé, ça aussi. Et ça a explosé. Ça a été stabilisé ces 2 dernières années. Là, le dernier rapport de la Cour des comptes pour 2023, depuis une quinzaine d'années, c'est Nicolas Sarkozy qui avait initié cela. La Cour des comptes sort un rapport sur l'Élysée. Voilà, comment ça marche, comment les dépenses, recettes, etc. Et là, ces 2 dernières années, c'était plutôt stable. Et cette année, pour l'année 2023, on a un gros déficit de 8 millions d'euros qui s'explique en grande partie par les voyages, d'une part, par les déplacements du président. Ce qu'on peut trouver encore une fois légitime, si ce n'est qu'il y a un gros hic, c'est qu'il y a une douzaine de déplacements qui ont été annulés au dernier moment. Et donc hébergement, etc. Et qui ont été comptabilisés. Voilà, au dernier moment, donc on peut pas rembourser. On n'est pas remboursé, donc c'est une perte de plus de 800 000 € pour le contribuable. Et autre grand fait majeur des dépenses en 2023 qui ont fait exploser la facture, ce sont les frais de représentation. Voilà, l'accueil des chefs d'État, les grands dîners à Versailles, etc., notamment le roi d'Angleterre, Charles III, etc. Le roi. Et oui, je vais écarter mon bon plaisir, comme disait l'autre. On va continuer à parler de tout cela après une petite pause. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 826 300 300. 0826, je ne l'ai pas dit. Alors j'aurais dit 0826 300 300. Et on retrouve André Berkoff et son invité Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de contribuables associés, juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Une publication brûlot, hein. Franchement. Faites taper touscontribuables, toutattaché.org, touscontribuables.org, et vous aurez cette publication. Ça coûte 15 €, mais très franchement, ça les vaut. Le livre noir des gaspillages, sans gaspillage hallucinant, payé par nos impôts. Alors, ça va vraiment vous aborder tous les domaines, c'est à tous les étages. Et franchement, quand on additionne tout ça, ça fait quelques dizaines, quelques centaines, en tout cas de milliards. Et quand même, franchement, au lieu de s'occuper de savoir qui va remplacer quoi, eh bien, ce serait pas mal de se pencher là-dessus, de savoir. Vous savez, on dit économie, dépenses publiques. Alors, ils disent tout ça quand ils arrivent. Oui, on va économiser. Oui, la dépense publique, c'est ça. Il faut absolument la dépense publique. Et après, rien. Et notamment, là, on va aller quand même dans le détail. Jean-Baptiste Léon, puisque vous en parlez dans votre publication, Contribuables associés. Il y a quelque chose. Anne Hidalgo, c'est pas pour... Je n'ai rien contre Anne Hidalgo, une femme de qualité. Mais enfin, vous parlez
du ramassage des ordures et des saletés à Paris, et de la contribution de cette ville de Paris, dont on sait dans quel état de propreté et d'immaculé elle est, eh bien, elle subventionne la recherche des déchets à l'étranger. Oui, c'est des subventions qui ont été versées à Port-au-Prince notamment, Haïti, Haïti, Tunis, c'est une troisième ville d'Afrique du Nord qui m'échappe. Et ça, c'était des subventions il y a quelques années, mais qui ont été reconduites pour certaines de ces villes il y a 1 an ou 2. Oui, c'est assez symbolique, assez intéressant. On a du mal à faire le ménage et ramasser les poubelles à Paris. Et à côté de ça, on va subventionner des pays avec l'argent du contribuable parisien pour les aider à retraiter leurs ordures ménagères. Alors c'est intéressant les ordures ménagères à Paris, parce qu'en gros la moitié de Paris c'est sous régie privée et l'autre c'est ville de Paris, et on constate, il y a des rapports très intéressants qui sont sortis notamment de la chambre régionale de la Cour des comptes d'Île-de-France, qui démontrent qu'en gros quand c'est du privé et du public, le taux horaire, le ramassage n'ont absolument pas le même coût, et qu'il y a une différence assez flagrante entre le traitement de la ville de Paris et celui qui est fait par des opérateurs privés. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins coûteux. C'est beaucoup moins coûteux. Le privé est beaucoup moins coûteux en la matière, matière. D'accord. Mais parce qu'il y a des quartiers entiers de Paris, on sait, et pas seulement de Paris, on pourrait parler d'autres villes françaises. À Marseille, par exemple, également, où en gros, le ramassage des ordures est un peu sous la coupe d'un syndicat, donc en gros, les boueux, entre guillemets, font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, et quand ils font la grève, on le sait, on le sent. Tout à fait. Non, mais c'est des choses comme ça qui sont extraordinaires, parce qu'il y a quand même 52 000 agents de la ville de Paris. C'est quand même considérable. Et justement, par rapport... Alors, ces choses que là, vous parlez aussi, par exemple, je regardais les choses... vous pouvez me parler, alors les plans vélo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les plans vélo, alors? Parce que vous parlez de... Il y a un peu tout. Il y a au niveau local, parce qu'on voit des villes extrêmement endettées créer c'est un peu un effet de mode. Je pense qu'il y a des plus petites villes de province, des pistes cyclables comme la ville de Lannion, que j'aime bien, qui est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, mais qui est pas une métropole, internationale non plus, qui a créé une piste cyclable pour plusieurs millions d'euros, alors que la ville quand même n'a pas avec l'aide de l'intercommunalité, certes. 1 million d'euros de piste cyclable. Oui, 1 million. Attendez, je l'ai là, 1 million. 1,5 million quasiment. 1,5 million pour une ville qui ne rayonne pas d'un point de vue économique et en termes de finances publiques. Donc il y a un peu cet effet de mode, donc au niveau local, mais aussi il y a eu des plans vélos qui ont été notamment lancés il y a quelques années par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, là qui se chiffre en centaines de millions d'euros ou en milliards sur plusieurs années, parce qu'il y a des aides à l'achat, des aides structurelles, l'apprentissage du vélo pour les enfants à l'école, alors que fondamentalement, on peut penser que c'est plutôt papa et maman qui devraient gérer ça, etc., etc. Donc là, on est aux confins, effectivement, de la dépense publique, un petit peu de l'idéologie du tout vélo, quoi. Ça, et puis les transitions écologiques, etc. Ouais, ça, là, c'est à toutes les sauces la transition écologique, et c'est je pense, un super argument, une super nouvelle idée qu'ont trouvé les gouvernants pour taxer un peu plus les Français, quoi. Là. Voilà, c'est pour le bien de la planète, c'est pour le bien du climat, donc une taxe en plus. Ouais, c'est bien. Voilà, vous allez sauver la planète, mais payer. Il faut payer, évidemment. Et alors, on va parler aussi de juste après cette petite pause, on va parler quand même, parce qu'il n'y a pas que ces postes-là, il y a quand même tout ce qui se passe dans les collectivités territoriales, quand même, vous le dénoncez, extraordinaire, et puis alors l'élite et la fonction publique. L'élite, les grands corps de l'État, les agences d'État, etc. Et c'est quand même absolument faramineux, étonnant, et encore une fois, ça témoigne pour moi des espèces, vous savez, vous faites sortir, c'est un bouquin, voilà, c'est public, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez le consulter, vous pouvez le regarder, et ça reste dans le non-dit, c'est-à-dire on en parle, c'est là, on sait que c'est là, oui d'accord, mais passons, je voudrais savoir quel sera le prochain ministre, c'est tellement plus important de savoir entre les LR, le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National et les non-inscrits, lesquels vont être dans la courbe. C'est intéressant ça. À tout de suite. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une question au 0826 300 300. André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, qui nous parle de son dossier dont je n'ai plus le livre noir du gaspillage. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Il gaspille, nous payons. Eh oui, c'est comme ça, hein, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça et c'est intéressant simplement qu'il y a des personnes, des associations qui s'en occupent et qui regardent, notamment Contribuables Associés, et nous sommes avec Jean-Baptiste Léon qui est directeur des publications. Et on est en train de faire l'inventaire, pas tous, il nous faudrait quelques heures, voire quelques jours, de ce qui se passe, et notamment, alors justement, on parle beaucoup de Paris, très bien, vraiment les dépenses de l'État, tout ça, mais peut-être vous pourrez parler des dépenses des collectivités territoriales et locales, Jean-Baptiste Léon. Oui, on a tendance effectivement à focaliser, à mettre les grands éclairages sur nos élus de tout en haut, les présidents, les ministres, les parlementaires, mais la dépense publique et le gaspillage d'argent public a lieu aussi dans les collectivités locales. On sait à quelle proportion ? Si on entre État, Paris, oui. Enfin centralisation et... Alors les dépenses publiques des collectivités locales, c'est à peu près 20%. Là, en 2024, il y a 1600 milliards de dépenses publiques. Les collectivités, c'est 20%. D'accord. Et récemment, alors ça s'écharpe un petit peu. Nous, quand on est reçu à Bercy, souvent au ministère, par les conseillers les plus proches de Bruno Le Maire, c'est en dernier, on entend des hauts fonctionnaires qui disent pick-up des collectivités locales. Quand on va sur le terrain, quand on rencontre des maires, on nous dit c'est la faute de l'État si ça va si mal, quoi. Nous contribuables, on se sent un petit peu entre les deux parce qu'au final le cochon de payant, que ce soit tout en haut ou tout en bas, ça reste le contribuable français. Force est de constater qu'il y a une augmentation et même une explosion des dépenses des collectivités locales depuis 25 ans. Là, ça stabilise un petit peu et c'est dû à un phénomène tout simple, c'est l'intercommunalité. On a voulu créer des métropoles, des intercommunalités sous le prétexte, un petit peu comme quand on a créé les nouvelles régions, de faire des économies, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Il y a plus de dépenses. Là où on a créé des intercommunalités, il y a plus d'impôts payés par les particuliers et les entreprises. Donc tout ça a conduit à... Mais comment ça se fait là ? Expliquez quoi le mécanisme ? En gros, le but du jeu, c'était de dire on va mettre plusieurs communes ensemble et puis on va mutualiser. Ça va faire économie d'échelle, normalement. Bah, oui. Normalement, ça aurait dû être ça. On va mutualiser. En fait, c'est tout le contraire. Parce que là où le gars qui travaillait à la voirie pour la commune, il a conservé son poste, mais on en a créé un à la voirie, à l'intercommunalité. Je caricature à peine. Et ça, sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 99% des communes françaises font partie d'une intercommunalité. Pratiquement la totalité. Quasiment la totalité. Certaines sont rentrées de force. Il y a une très connue, par exemple, c'est Aix, qui ne voulait pas faire partie de l'agglo de Marseille, où les préfets ont forcé la main. Et une étude intéressante qui est sortie il y a 2-3 ans, qui démontrait que ces communes, il y a eu 1800 communes qui ont été forcées d'intégrer une intercommunalité. Là, ces communes-là, par rapport au moment où elles étaient toutes seules, dans leur coin, en gros, il y a une augmentation des impôts et une baisse des services publics. Souvent parce que c'est des petites communes, pour la plupart, qui en gros ne bénéficient plus comme avant de leur gestion autonome. Ce qui fait en gros, c'est les communautés, les communes centrales entre guillemets. C'est une arme fatale presque. C'est une arme fatale. Et c'est une arme contre la démocratie aussi, parce qu'autant son maire, ses conseillers municipaux, on les identifie très bien, autant les membres de l'agglomération, on les voit pas trop. Ils sont quelque part, mais on n'a pas voix sur eux ou main sur eux quelque part. Je crois qu'il y a un élu qui disait oui, je suis à portée de baffe de mes électeurs. Et là, on n'en est plus, quoi. Quelque part, pour moi, l'intercommunalité représente un petit peu ce qu'on a fait avec l'Union européenne, avec l'Europe, quelque part, quoi. Exact. Ils sont loin, ils sont loin. On ne voit pas. Les décisions, on n'a pas de contrôle dessus, et puis on voit pas trop ce qui se passe. Et tout à coup, presque, Jean-Baptiste Léon, chaque poste, j'exagère, je caricature, chaque poste a été doublé un peu. Enfin, il y a eu quoi ? Il y a eu doublement des effectifs ou renforcement des effectifs, doublement des charges, etc. Il y a des graphiques de l'INSEE, par exemple, là je les ai pas en tête, où on les a mis à l'époque pour 2022 dans le livre noir, effectivement, qui montrent vraiment en gros, depuis 25 ans, les dépenses publiques et le nombre de fonctionnaires dans l'État montent petit à petit. Les hôpitaux, ça a pas mal monté aussi, mais le gros de l'augmentation, c'est les collectivités locales, effectivement. Et ce qui est malheureux, c'est que donc on a fait la décentralisation, mais ces collectivités locales ont assez peu d'autonomie dans le fond. Avec la disparition de la taxe d'habitation, maintenant c'est tout en haut que ça se décide, c'est au niveau de l'État. L'État en fait va reverser de la TVA, une fraction de TVA aux collectivités locales, mais la loi leur empêche beaucoup de choses, quelque part. Nous, à Contribuables Associés, on a souvent milité pour un changement de loi, et on travaille avec des députés pour que les lois évoluent, mais ça prend toujours beaucoup de temps. Par exemple, qu'il y ait tout en haut de l'État, pour un fonctionnaire d'État, qui ait une libre possibilité de recrutement. C'est-à-dire que, quelque part, un fonctionnaire d'État, s'il est mauvais,
on prend des sanctions et il peut quitter la fonction publique. Pareil dans les collectivités locales. Qu'un maire puisse recruter comme il l'entend et selon, entre guillemets... Et il ne peut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est très compliqué. Non, il y a toute une grille indicielle, etc. D'accord. Oui, la marge de manœuvre, c'est complètement non, l'autonomie financière, l'autonomie financière des collectivités est très faible. Donc ça pourrait avoir du bon. C'est le fameux principe de subsidiarité, être au plus près des faits, au plus près de l'action. En règle générale, ça donne des économies. Ce qu'on a vu justement, encore une fois, pour revenir, c'est le small is beautiful. Du temps où les communes se géraient elles-mêmes, ça coûtait moins cher aux contribuables que maintenant on est avec ces grandes métropoles ou ces grandes communautés d'agglomération. C'est ça, oui, ça c'était, encore une fois, le diable se cache dans les détails. Exactement. Et les effets pervers ont bien joué dans cette intercommunalité, d'agglo, etc. Et justement, de ce point de vue-là, je crois que nous avons d'ailleurs un Jean-Pierre, c'est ça ? Ah non, pas encore, on ne l'a pas encore, excusez-moi. Si, Jean-Pierre est en ligne, en effet, donc bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, vous nous appelez de Marseille, je crois. Tout à fait. Bonjour. Écoutez, bonjour André. Sur ce sujet, moi je crois que le jour où on taillera dans ce qui représente, si j'ai bonne mémoire, 67 ou 68% de la dépense publique, ce sera pas mal, c'est-à-dire les aides sociales. Et ça permettra de rétablir les choses, mais pour ça il faut, et c'est plus que jamais d'actualité, beaucoup de courage, parce que l'argent est dépensé, alors bien ou mal, ça dépend des points de vue qu'on a sur le sujet, oui. Mais si on veut vraiment agir sur le fond des choses et durablement, il faut faire des choix. Et ces choix, à l'heure où on est, ils sont forcément extrêmement courageux à faire. Et il faut taper dans les dépenses sociales. Il faut aussi rationaliser toutes les dépenses liées à l'immigration pour se concentrer sur la sécurité, la santé, et non pas l'éducation, mais l'instruction. Oui. Vous êtes très nombreux à nous dire toujours, attention, parlons de l'instruction. L'éducation, c'est autre chose. Ouais. Et je fabrique, entre guillemets, désolé pour le côté qui pourra apparaître comme étant totalement réactionnaire, fasciste, tout ce qu'on veut, anxiogène, mais fabriquer des petits Français, des gens qui vont aimer la France et qui vont la comprendre et la connaître. Merci Jean-Pierre. Justement, alors par rapport à ce que disait Jean-Pierre, Jean-Baptiste Léon, justement cette espèce de... On va en parler, cette espèce de la fraude sociale. Oui. Parce qu'elle est très très forte aussi, cette fraude sociale. Elle est très très forte. Pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre, qui n'est pas forcément inintéressant, c'est même plutôt de bonnes remarques, je trouve, en partie, notamment sur la dimension sociale des choses. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est des chiffres de l'État, il avait fait ça il y a quelques années. L'État, en gros, sur 1 000 € de dépenses publiques, plus la moitié va dans les dépenses sociales. Alors certaines sont totalement justifiées, on cotise pour nos retraites, etc., l'assurance maladie, et d'autres le sont moins. Et on voit qu'il y a un gisement, notamment d'économie et via les fraudes. Juste ce chiffre, plus de 50% donc des dépenses publiques, c'est la dépense sociale. Et si on reprend ce fameux ratio de 1 000 € sur 1 000 €, les dépenses régaliennes, c'est-à-dire police, sécurité et justice, on met de côté la diplomatie qui en fait partie normalement, mais en gros les dépenses régaliennes, c'est pourquoi l'État est fait, c'est-à-dire nous défendre, c'est 60 €, un peu plus de 60 € de dépenses pour le régalien. Vous voulez dire sur les 1000 ? Sur les 1000, ouais. Sur 60 € sur 1000 sont sur le régalien, c'est tout. Et donc, nous nous étonnons pas de voir que ça va mal, ça va mal dans les prétoires, ça va mal dans la rue, et que certains secteurs de nos armées sont à bout de souffle. Police, tout ça, c'est 60 € pour 1 000 € de dépenses. Pour 1 000 € de dépenses. Oui. Mais alors, les dépenses sociales, vous dites bien sûr qu'il y a des dépenses sociales absolument nécessaires. Mais enfin, la fraude sociale se montrait, selon vous-même et Charles Prats, que l'ancien magistrat devenu député, qu'on a reçu souvent, à 50 milliards € par an. C'est une évaluation parce que jusqu'à encore quelques temps, l'État s'était pas vraiment penché sur le sujet. Il y a quelques années, on avait piloté ce qu'on appelle, nous, à Contribution, un rendez-vous parlementaire dans les années 2010 sur la fraude sociale. Et parce qu'il y avait un rapport qui sortait à l'époque, et le député qui présidait ce rapport nous avait dit, écoutez, nous on a un chiffre, il est de 40 milliards. Mais mon co-rapporteur, qui était plutôt sensible à ces sujets, m'a dit, si on sort ce chiffre, c'est une bombe. Donc il faut absolument il faut rien dire, on va le diviser par 2. Donc la communication officielle avait été à l'époque de 20 milliards. Il y a eu une autre commission parlementaire sur le sujet qui donnait une échelle entre 15 et 45 milliards.
on a des estimations. Gabriel Attal, du temps où il était ministre du budget, donc il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an ou 2, avait lancé une mission sur le sujet. L'État, lui, parlait de 17 milliards d'euros. Donc, soit fraude aux cotisations, aux prestations, c'est-à-dire soit le particulier, le lambda, soit du travail au noir, soit par exemple les personnels de santé. Mais c'est pas très clair. La Cour des comptes elle-même a essayé de regarder. On a du mal à avoir les chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est donc la dernière commission parlementaire qui a eu lieu en 2019-2020 sur la fraude sociale, présidée par le député Patrick Hetzel. Ils ont fait venir des hauts fonctionnaires, des patrons de la Sécu, etc., qui ont changé de poste depuis. Ces gens-là, en gros, n'arrivaient pas ou ne voulaient pas donner les chiffres. Et à tel point que Patrick Hetzel et son acolyte, Patrick Hetzel était rapporteur au président, et donc il y a toujours un président et un rapporteur qui sont pas de la même couleur politique, et étaient furibonds et ont voulu porter plainte. Alors la justice n'a pas suivi, mais on portait plainte. Parce qu'on cachait carrément les chiffres. On cachait les chiffres. On cachait les chiffres parce qu'il faut savoir qu'une commission parlementaire, c'est une commission d'enquête, elle a une dimension juridique, et donc on peut pas dire n'importe quoi. Et donc ces 3 fameux hauts fonctionnaires à dissimuler les chiffres en termes de fraude notamment. Ouais. Et c'est énorme parce que c'est vrai que quand on arrive à ces milliards, et on voit très très bien les retraités de 120 ans, les gens qui sont là, etc. L'étranger notamment. Et tout ça perdure. Non, mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est ça perdure. On en parle, on s'indigne, on s'esbobie, comme on dit, et puis après, voilà. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle quelque part, c'est de voir qu'il y a de la marge de manœuvre. Je veux dire, quand on cible, comme on le fait à Contreras Associés, quand on comptabilise ces gisements d'économie, il y a moyen, si on veut, encore une fois, si la volonté politique est là. Alors, on peut trouver des économies, sans problème. Est-ce qu'ils vous écoutent, certains députés, quand vous allez voir, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant avec les députés, c'est que eux, ils ont un problème. Entre guillemets, c'est qu'ils estiment ce que je pense être vrai. Peut-être, on peut dire, il y a peut-être trop de députés, trop de sénateurs, mais je pense qu'il manque de moyens. Franchement, ça peut aller peut-être à rebours de ce que peuvent penser les auditeurs. En gros, il faut pareil, on revient sur 1 000 euros de dépenses publiques. Les dépenses du Parlement, c'est 1 euro. Voilà, ça coûte. C'est pas ça qui coûte. Non, c'est pas ça qui nous ruine. C'est pas ça qui nous ruine, oui. Ce que disent beaucoup de députés, c'est que les députés là pour voter la loi, etc., débattre de la loi, ils sont là aussi pour contrôler les dépenses de l'administration et du budget. Ils disent, mais nous, on a un gros problème, c'est quand on veut contrôler l'État, on n'a pas les moyens parce que les chiffres sur lesquels on va se baser pour contrôler l'action de l'État, c'est l'État qui nous les donne. Nous, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens d'enquêter. On ne peut pas faire notre propre enquête. Exactement. Alors que ça existe dans d'autres pays, comme chez les Britanniques, par exemple. Les États-Unis aussi. Les États-Unis, où les parlementaires, aidés parfois par des conseillers extérieurs à la sphère publique, peuvent analyser et trouver les gisements d'économie et punir aussi les dilapidateurs de l'argent public. Et donc, donc les parlementaires, effectivement, certains, en tout cas, aimeraient faire du meilleur boulot et regarder ça de plus près, parce que c'est là qu'il y a un gisement considérable. Et il y a cette opacité organisée, a priori, effectivement, par la haute administration, de quel ministère qu'elle soit, parce que les ministres y passent, mais la haute administration, elle demeure. Et l'administration veille jalousement à ses prérogatives. Tout à fait, Mais vous voyez, ce que vous dites là, Jean-Baptiste Léon, c'est que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Car si on avait 3 pouvoirs, chaque pouvoir devait avoir les moyens, justement, de contrôler l'autre pouvoir, ce qui serait la moindre des choses. Et on voit très bien ce qui se passe en justice, par exemple, pour ne parler que d'elle. Autre scandale, je voudrais rappeler quand même, parce qu'il ne date pas d'hier, mais vous en parlez dans votre livre, dans ce livre noir des gaspillages, Astrid. Je voudrais que vous rappeliez l'histoire d'Astrid, parce qu'aujourd'hui, en les temps que nous vivons, c'est quand même assez hallucinant. C'était en gros, la France avait un projet intéressant, Astrid. Alors je me rappelais plus de l'acronyme qui est d'ailleurs en anglais, mais en gros c'est des centrales, des réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui non seulement pouvaient produire l'électricité nucléaire, mais aussi recycler les déchets nucléaires. En gros, les déchets qu'on a à La Hague ou très important, parce qu'on disait on ne fait rien, les déchets nucléaires, c'est le danger, c'est terrible. Voilà. On avait trouvé les moyens de les recycler. Donc ça allait dans le sens de l'opinion publique et de certains écologistes éclairés qui pourraient estimer qu'enfin on allait se débarrasser de ces déchets, mais en 2019, sous la pression, je pense, là, c'est la dimension électoraliste des choses, sous la pression d'un certain nombre d'écologistes, le gouvernement a décidé, à la grande honte et à la grande fureur d'experts de l'époque, de parlementaires de l'époque, d'abandonner ce projet qui était extraordinaire pour la France, qu'on avait un temps d'avance sur tout le monde. On produit et on recycle en même temps. Et donc ce projet Astrid a été abandonné en 2019, et pour autant, il y avait eu beaucoup d'études de travaux qui avaient été menées, et donc c'est un gaspillage. Et on était pilote en la matière à ce moment-là. Et on a gaspillé 1,2 milliard dans cette histoire.
1 milliard de millions. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis, certains réacteurs ont été réactivés ou la Flamanville a été enfin lancée, mais on a perdu beaucoup. Surtout en un moment où l'Allemagne fermait ses 3 dernières centrales nucléaires, c'est quand même. Et alors justement, je voudrais qu'on parle un peu alors de. Là, on revient pas spécialement à Paris, mais justement. Vous parlez, alors on parle de les grandes valeurs, les élites, la fonction publique, etc. Et vous rappelez quand même ce chiffre, 437 agences d'État. Ouais, 438 même. Ouais. Ou 438, ça bouge 437 en 22, alors peut-être que ça a augmenté encore. C'est quoi ces agences d'État et à quoi elles servent, très exactement? On a sorti une étude l'année dernière sur le sujet. C'est assez particulier. Les agences de l'État, ça recoupe... en fait, par facilité, on va appeler ça agence de l'État parce que d'un point de vue administratif, ce sont des opérateurs ou autres. On les connaît tous. C'est Pôle Emploi, c'est l'ADEME qui s'occupe de l'énergie. Donc ça peut être des super grosses structures. Bien sûr. Mais comme des tout petites. Il y a une agence, certaines agences qui comptent 4 à 5 membres. Et en gros, le but du jeu, c'était de simplifier la chose, de simplifier la donne, de permettre à l'administration d'être plus souple. Mais ce qui se passe, en fait, donc c'est le budget là, en 2024, c'est 80 milliards pour ces agences de l'État, c'est plus de 500 000 agents publics. Elles fonctionnent un petit peu en roue libre. On avait missionné un rapport, travaillé sur un rapport avec un député qui nous disait, en gros, les agences de l'État, c'est un coffre-fort dont on a perdu la clé. On ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est que elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. Mais toujours avec l'argent du contribuable. Exactement, bien sûr, avec plus de 80 milliards. Et là encore, nous, on a sorti une étude pour dire, en gros, ce qui est très marrant, c'est que il y a un certain nombre, mais on ne peut pas tout à fait les quantifier. Ouais. Parce que dans la classification administrative, il y a des recoupements, etc. Comme souvent, en fait, quand on regarde un petit peu comment fonctionne la mécanique administrative, c'est toujours assez opaque. Et tout le monde compte pas de la même façon. Et donc, ce qu'on explique dans cette l'étude qu'on avait missionnée, qu'on avait sortie l'année dernière, c'est que difficile d'y retrouver ces petits. Donc nous, on donne des chiffres. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Jean-Baptiste Léon, en donnant par exemple les autorités régionales de santé. Oui. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, on en parle encore. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez la moindre question ou une réaction. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, les élites, les hautes autorités, et vous en parlez dans ce livre noir des gaspillages. Et c'est bien parce que vous abordez le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Attention, ce sont les autorités, je dirais la justice aussi, puisqu'ils veillent la constitutionnalité des lois, ils veillent si nous sommes dans le droit chemin. Mais vous constatez aussi que là, il y a une opacité, non seulement une opacité, mais qu'est-ce qu'ils sont bien traités, nos braves sages? Oui, et notamment au Conseil constitutionnel, c'est quelque chose que Contribuables Associés avait relevé avec d'autres, notamment René Dosière, qui est un ancien, je crois que ça peut parler à vos auditeurs, un ancien parlementaire français, qui est en gros un spécialiste de l'éthique publique, et qui avait remarqué qu'il y avait un souci au Conseil constitutionnel. Donc en fait, c'est les 9 sages. Ce que les 9 sages. C'est ce qu'il y a de plus haut, en gros. C'est ceux qui vont dire ce qu'est la loi, en quelque part. Et quand ils ont prééminence, d'ailleurs, sur l'exécutif et sur le président, en partie. Et donc c'est ces gens-là. Ils peuvent retoquer des décisions du président. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ces 9 personnes-là, en fait, ce qu'avait remarqué René Dosière, c'est qu'ils ont un petit souci en termes de rémunération. Donc en gros, ils vont toucher 16 000 à 17 000 selon que vous êtes président du Conseil constitutionnel ou 17 000 euros par mois. Par mois, oui. Soit 16 000 si vous êtes simple conseiller ou 17 si vous êtes le président. Mais dans ces indemnités-là, il y a une indemnité complémentaire qui a été versée de façon totalement illégale. À savoir sur un simple courrier, une décision qui a été prise en 2001 sur un simple courrier de la ministre du budget de l'époque, qui était Florence Parly, pour compenser en fait une hausse fiscale. En gros, avant 50% des indemnités du Conseil constitutionnel n'étaient pas vouées à l'impôt. Après, elles l'ont été, mais pour compenser cette augmentation de leurs impôts, ils ont eu droit à une indemnité complémentaire spéciale. Mais le problème, c'est que c'est totalement illégal, et parce que ça doit passer par la voie parlementaire, etc. Et donc les sages du Conseil constitutionnel
nationales qui doivent veiller vraiment, c'est le saint des saints en termes de législation française, touchent des indemnités de façon illégale. Donc nous, à Contribuables Associés, on s'est emparé du sujet. On s'est tourné vers le Conseil d'État qui peut agir en la matière, qui nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne concerne pas les contribuables parce qu'en gros, ce petit arrangement, ça coûte, au jour où on parle, c'est à peu près 30 millions d'euros que ça coûte. 30 millions d'euros que ça coûte aux contribuables à peu près. Par an sur la totalité. Sur la totalité. On va dire, c'est 30 millions, c'est 30 millions. C'est 30 millions et symboliquement, c'est très fort. Le Conseil d'État nous a dit non, ça vous concerne pas, circuler, rien à voir. On est allé jusqu'à l'Europe, à la Cour de justice européenne, qui nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, mais on va remettre, c'est bien, je suis très heureux qu'on en parle ici à Sud Radio parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. On s'est battu avec des parlementaires, il y a une ancienne. Vous voulez dire, le Conseil constitutionnel, gardien absolu de la légalité, touche des indemnités qui sont. Alors le problème, c'est même pas les indemnités, mais qu'elles sont versées de façon illégale, parce que c'est un simple courrier signé d'une ministre. Et on s'est battu avec des députés, notamment une députée socialiste, Cécilia Untermaier, elle ne l'est plus aujourd'hui, qui elle a voulu que ce soit débattu. Elle avait une proposition de loi qui était toute prête, mais qui n'est jamais sortie, sur pression notamment de certains de ses collègues et sur pression également du Conseil constitutionnel, alors qu'elle voulait que les choses soient dites toujours présidé par un certain socialiste. Voilà, tout à fait, exactement. Ouais. Laurent Fabius, pour ne pas le nommer. Et juste pour finir sur ces... alors, il y a le Conseil d'État dont vous parlez aussi, mais juste un mot sur ces autorités régionales de santé, qui ont été enfin, on en a parlé, parce que on manque de médecins, on manque de soignants, etc. Mais en revanche, on manque pas de fonctionnaires de la santé. C'est une strate supplémentaire qui a été créée il y a quelques années. En gros, un grand ratio. Si vous prenez l'hôpital en France, 35% des personnels sont non soignants. C'est-à-dire, c'est des administratifs ou des techniciens, etc. 35% des personnels des hôpitaux sont non soignants. Oui, la plupart des pays voisins, pays européens, c'est un quart seulement, c'est 25%. Donc, il y a une véritable surbureaucratisation de l'hôpital en France, au détriment des soignants, parce que, en gros, les agents administratifs qu'on va payer, ça sera autant de moins pour les médecins et les infirmières. Les dites infirmières, on en a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui ont fui après le Covid. Il y en a beaucoup maintenant qui travaillent, qui sont très très bien payés, qui sont partis en Suisse. Autant qu'on a moins de moins en France. Et donc, il y a ces structures administratives. On pourrait en citer. On l'a vu pendant le Covid. Il y avait un catalogue d'intervenants dans la santé. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'en régional, on a dit que les politiques sanitaires ont été très bien menées sur le terrain par les préfets. Les agences régionales de santé, elles étaient aux abonnés absents parce qu'elles savent produire de la norme. Elles embêtent tout le monde. Elles sont 18 sur les territoires français en comptant l'outre-mer. C'est à peu près 10 000 fonctionnaires. Et quand il y a une crise, elles sont moins présentes. On les a pas vues. En tout cas, on en reparlera avec vous. Bien volontiers, André Berkoff. Merci à vous. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Livre noir des gaspillages, vraiment. Allez-y, lisez-le, renseignez-vous et réagissez. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.